What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue sur cette nouvelle conversation awesome. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, c'est un grand moment. Je reçois nul autre que Marc-André Sears. Marc-André qui est un pionnier dans l'entraînement, le coaching en ligne, oui, au Québec, mais aussi à travers le monde quand même, dans la communauté des online trainers. C'est quelqu'un avec qui j'échange depuis plusieurs années via les réseaux sociaux. C'était la première fois qu'on se parlait vraiment de vive voix, là, autre que par des messages audio. Fait que j'ai tellement aimé notre conversation. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi parce que oui, il y a l'homme très humble derrière son coaching, derrière sa philosophie, la façon qu'il voit la santé, l'intégration des habitudes de vie. Et ça se démontre par les, dizaines et dizaines et centaines de success stories qu'il a avec ses clients, ses clientes. Mais aussi, j'admire l'entrepreneur derrière sa business qui s'appelle Peau Neuf, donc comme avoir une peau neuve, avoir une métamorphose, une transformation, qu'il a lancé. Il va nous expliquer quelle transition lui a amené à lancer cette entreprise-là et à la faire grandir de façon exponentielle dans les dernières années. Donc moi, qui est aussi entrepreneur en ligne dans le même domaine que lui, avec une philosophie très, très similaire de coaching, j'admire beaucoup et ça m'inspire de voir comment il a réussi à changer la vie d'autant de personnes et à construire cette business-là qui est vraiment, vraiment awesome. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'habitudes de vie, de notre philosophie de coach, mais on va un petit peu plus en détail sur sa vie à Marc-André, parler de choses un peu plus personnelles sur c'est quoi sa propre vision du futur avec ses projets personnels et professionnels, son histoire aussi, comment il est arrivé à nous jaser aujourd'hui sur le podcast et d'autres choses aussi au niveau des valeurs, du voyage, travailler avec sa conjointe. Fait que bref, une conversation awesome que tu veux écouter avec attention. J'ai mis dans la description du podcast des façons de connecter avec lui et son équipe si jamais tu veux travailler avec eux et aussi tout simplement de s'abonner à sa page Facebook où est-ce qu'il publie des textes remplis de bon sens. On en parle aussi dans la conversation awesome comme j'ai mentionné. Alors bref, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez pas à nous donner votre feedback à la suite de l'écoute de la conversation awesome d'aujourd'hui. Et je vous présente Marc-André. Salut Marc-André, bienvenue sur cette conversation awesome. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Claudia, toi-même. Ça va super bien, merci. C'est la première fois qu'on se jase de vive voix, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se suit, qu'on échange. On est dans des domaines très, très similaires, pour pas dire qu'on fait la même chose ou presque. Fait que je suis super reconnaissante de pouvoir avoir une belle conversation avec toi aujourd'hui. C'est réciproque, bien content de te parler aujourd'hui. Yes! Donc, tu as une entreprise qui a beaucoup de succès. J'adore lire tes posts. Souvent, je vais taguer mes clientes à moi pour qu'elles aillent lire tes posts aussi parce que je trouve que tu écris sur ton Facebook, dans ta communauté. Ça a beaucoup de bon sens, beaucoup de simplicité, très, très pratico-pratique aussi. On peut vraiment raisonner avec les choses que tu partages. Est-ce que ce que tu nous partages sur ton Facebook, c'est toutes des choses que toi, tu appliques personnellement dans ton quotidien ou des petites choses qu'avec ta santé, des fois, il faut que tu écoutes tes propres conseils de coach? Ma santé personnelle puis mon adhérence à la bonne alimentation et à l'activité physique, ça me demande tellement pas d'efforts pour moi personnellement. C'est des trucs que je fais depuis tellement longtemps. C'est sûr que j'ai évolué dans mes affaires aussi. J'ai été beaucoup plus... J'ai 44 ans, puis j'adhère à ce mode de vie-là depuis plus que 20 ans. Fait qu'il y a eu des bouts, c'est sûr, au début, j'étais plus rigide un petit peu, puis peut-être que j'aurais aimé ça qu'on me dise les choses que j'enseigne aux gens maintenant à l'époque. Mais maintenant, c'est des choses, c'est pas un défi pour moi, c'est des habitudes sont tellement ancrées. Fait que je sais que les coachs, souvent, on a tendance à dire « on n'est pas parfait, on est vulnérable ». Mais moi, c'est comme si ce côté-là, tellement pas émotionnel pour moi,
Tu sais, si je manque un workout, c'est le dernier de mes soucis. Si je overeat un week-end, ça me fait même pas, ça me fait pas un pli, tu sais. Fait que non, parce que je pense que ce que j'explique, c'est vraiment ce que je veux transmettre. Puis pour moi, c'est pas des enjeux vraiment. Ouais, je peux raisonner avec ça aussi. Surtout moi, l'entraînement, je veux dire, c'est une habitude, ça fait partie du quotidien. J'y pense pas 2 fois. Puis c'est ça, je m'en fais pas si j'en manque un. Mais moi aussi, dans le passé, j'ai peut-être été un peu trop dans la rigidité, puis la structure, puis le mindset d'athlète. Qu'est-ce que tu aurais aimé te faire dire à ce moment-là quand tu n'étais peut-être pas dans ce même mindset-là actuel? Bonne question. En ce moment, je pense que tu en es consciente aussi, toutes les diètes à la mode, c'est des cycles. Keto, on a entendu parler au milieu des années 2000. Le jeûne intermittent, au début des années 2010, ça commençait. Fait que c'est comme si à ce moment-là, je découvrais un peu toutes ces patentes-là, puis je tombais dans ces pièges-là. Là. Je me souviens, à un moment donné, il y a j'étais allé me faire masser par une massothérapeute qui avait une entreprise, elle faisait de l'huile de canola. Okay. Puis elle m'avait dit ça, qu'elle cultivait le canola pour faire de l'huile, tout ça. Puis je me souviens d'y avoir dit, penses-tu vraiment que c'est bon pour la santé, ça, de l'huile de canola? Tu sais, je l'avais comme un peu jugé, mais ça m'était resté dans la tête après ça parce que on dirait qu'on a tendance, justement, on va chercher des informations sur Internet, puis après ça, on prend ça pour des vérités absolues, tu sais. Fait que je suis tombé dans ces pièges-là de penser que, justement, une cuillère d'huile de canola allait être terrible pour la santé, alors qu'on se rend compte, au final, que tout est it's all about balance, tu sais, que tu peux mettre de l'huile de canola dans ta salade puis être super en santé, perdre du poids si tu veux perdre du poids, tu sais. Fait que on dirait qu'on se rend compte que ce domaine-là est plein de petits trucs qui reviennent souvent puis qui sont très marketing. Ouais. Les gens ont tendance à tomber dedans. Puis ça, oui, plus jeune, je suis tombé dans ces pièges-là. Là. Mais je trouve ça super pertinent que tu racontes ça en tant que coach parce que même pour nous, ça peut amener de la confusion. Tu sais, surtout dans le domaine de la nutrition. La science est assez jeune comparativement à d'autres piliers ou d'autres sphères. 2, souvent les études sont faites sur un profil très, très toujours similaire des hommes, tu sais, à l'âge adulte. Il n'y a pas tant d'études, par exemple, pour des femmes ou des femmes en ménopause. Fait que c'est facile pour, effectivement, les compagnies marketing de faire des gros titres vraiment accrocheurs, puis on fait comme ça c'est la peste noire, tu sais, très très noir ou blanc, et ça c'est pas bon, mettre des étiquettes, c'est pas santé, c'est banni de mon alimentation, mais il y a beaucoup plus de nuances que ça, surtout en nutrition là. Absolument, tu sais la phrase là c'est vraiment la dose fait le poison. Fait que peu importe que tu consommes n'importe quoi en très très grande quantité, ça va avoir un effet négatif ou positif. Puis souvent, ce qui va être vu, mettons, quand on parle du vinaigre de cidre puis toutes ces affaires-là, les gens, ils accrochent à un truc comme ça. Alors que c'est un micro-détail par rapport à toutes les autres habitudes que tu mets en place, tes habitudes de sommeil, est-ce que tu manges assez de protéines. Fait qu'on dirait que le domaine est tout fait pour qu'on s'intéresse juste à la pointe du iceberg puis qu'on laisse faire tout le gros morceau qui est en dessous. Là. Fait que c'est mes textes, pour en revenir à ça, dans le fond, c'est que ça met toujours ça en lumière. T'sais, on ramène ça à la base, on ramène ça à l'essentiel, toujours un peu avec l'idée de donner un discours, un peu le contre-discours à ce qu'on retrouve beaucoup comme information nutritionnelle sur Internet. Pareil aussi pour l'entraînement. Absolument. Puis c'est pour ça que j'aime ça avoir des gens comme toi sur le podcast pour ramener ce genre de conversation-là parce que ça se perd entre tout le reste, tout le bruit qu'on voit sur les réseaux sociaux puis sur Internet, là. Donc, bon choix de mots. C'est du bruit. C'est du bruit. C'est quoi j'aime ça pour cette question-là. C'est quoi le plus gros mythe ou la chose la plus tirée par les cheveux que tu as déjà lu sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai toujours le même exemple. J'avais lu un article. Le titre, c'était « La banane donne le cancer ». Puis l'article, c'était sur keto, là, que la banane, il y a 15 grammes de sucre, puis si tu manges du sucre quand tu fais keto, ça peut amener de l'inflammation. Écoute, le texte, ils ont été chercher ça loin, mais le titre, c'était littéralement ça, t'imagines, tu sais, dans un article de journal. C'est quoi la chose que tu as lue qui t'a vraiment abasourdi? C'est une bonne question parce que je contrôle vraiment beaucoup ma consommation d'informations sur Internet.
et je suis pas les affaires. Fait que je les vois pas, ces affaires-là. J'en entends parler par la bande quand les gens me les racontent, mais moi, parce que je suis abonné à peu près à rien de ce qui est entraînement, nutrition, moi, je m'intéresse beaucoup plus à la philosophie, je m'intéresse à la psychologie. C'est vraiment ça qui va un peu faire mon feed. Fait que des trucs fitness, des fois, il y en a qui m'envoient des exemples de challenges ridicules que les coachs font ou que les Beachbody. T'as-tu vu Beachbody font ça? Ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je le sais jamais, là, parce que je check pas ça. Fait que j'aimerais ça te donner une réponse de l'affaire la plus ridicule, mais c'est sûr que quand on parle d'appareils qui brûlent du gras, ça, c'est toujours drôle, là, quelque chose qui shake le ventre, puis là, ben, ils te vendent ça pour dire, ben, tu vas brûler ton gras de ventre. Ça, c'est comme le classique. Mais sinon, non, j'ai jamais lu de choses frappantes comme tu viens de nommer. Ouais. Mais c'est un super de bon point. Puis ça, c'est un conseil numéro 1. Ceux qui sont à l'écoute, faites attention à ce que vous consommez, sur les réseaux sociaux, sur les internets. Moi aussi, c'était une de mes clientes, en fait, qui m'avait envoyé cet article-là. Mais plus tu vas consommer, lire, liker, engager avec du contenu qui t'aide, qui t'inspire, qui est de source sûre. Par exemple, toi, dans ta passion, ben, c'est la psychologie, la philosophie. Plus tu vas voir de ça. Versus plus vous suivez des comptes super variés de fitness, d'entraînement, d'influenceurs, de Beachbody, de Herbalife et compagnie, ben plus tu vas voir ça sur tes réseaux sociaux, plus tu vas être confuse, plus il va y avoir des mythes à défaire, puis moins tu vas être dans l'action probablement. Donc ça, c'est un bon conseil dans ton exemple personnel. Dans nos clients, moi je remarque que quand je jase avec les gens au départ, ce que les gens les plus confus, c'est ceux qui vont dire souvent qu'ils s'intéressent à l'alimentation puis qui ont une passion. Ça veut dire dans ce temps-là que leur feed il est plein de ça. Ça veut dire qu'ils vont chercher constamment ils vont piquer plein de petites choses puis chaque affaire qu'ils voient vient de contredire l'autre affaire d'avant. Fait que souvent ben ce que ça fait c'est qu'après ça ils sont tout mélangés. Fait que là c'est paralysis by analysis, on analyse tellement que on bouge. On fait plus rien. Fait que ce que je donne toujours comme conseil à mes clients, c'est choisissez les gens que vous suivez. Il faudrait que ça soit comme ça tienne dans une main, là, tu sais. Pour être capable de venir à faire quelque chose, faut pas avoir plein de contradictions constamment. Excellent. Fait que tout le monde allait faire un petit ménage de votre feed et de fil d'actualité après la conversation. Tu étais enseignant avant de faire ce que tu fais aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu cette transition-là. Comment ça s'est passé? Ça venait d'où cette décision-là? Qu'est-ce qui t'a attiré par le domaine de l'entraînement, du coaching, de la nutrition? Ça a parti vraiment d'un intérêt. Peut-être tantôt, je racontais que ça fait plus qu'une vingtaine d'années que je m'entraîne puis que je m'intéresse à ces affaires-là. Puis à un moment donné, j'avais entendu parler d'une personne, d'un gars, d'un entraîneur qui faisait ça à domicile, qui allait entraîner des gens à domicile. Puis à ce moment-là, avec mes finances, c'était so-so. Fait que là, j'avais vu l'opportunité. Je disais, OK, je pourrais peut-être arrondir mes fins de mois en devenant entraîneur sur le site. Puis j'avais pas d'enfants, c'était pas dans mes plans d'en avoir non plus. Fait que j'avais comme du temps libre. Puis je me suis dit ben OK, on va faire de ma passion un pas un passe-temps, mais un métier by the side. Je voyais vraiment ça comme un sideline. Puis là, c'est ça, j'ai quand même, tu sais, là, on vient de parler qu'il faut pas trop suivre puis lire puis tout ça, mais j'ai quand même découvert des gens inspirants à ce moment-là. Jonathan Goodman, qu'on connaît tous les deux. Il y avait Jason Ferriggia, que je suivais aussi en entraînement, que je trouvais bien intéressant puis tout ça. Puis là, on dirait que le fait que ces gens-là, ils trivaient pour dire, regarde, ça peut être un sideline, mais ça peut être beaucoup plus aussi, tu sais. Fait que j'ai suivi une formation d'entraîneur quand même assez de base, CanFit Pro. Puis en même temps, je suis allé faire Précision Nutrition, qui là vraiment m'a allumé pour plein d'affaires au niveau comment les gens font pour changer leurs habitudes un peu si on veut. Fait que ça a commencé comme ça. Je faisais au début des années 2010, j'allais chez les gens faire des entraînements à domicile le soir, le matin, des fois à 5 heures. Tu sais, je suis un lève-tôt, c'est facile pour moi, des fêtes. Mais après ça, j'ai travaillé un peu dans les gyms, où est-ce que j'étais vraiment go get it, là. Tu sais, j'allais voir les gens, je voulais leur faire des programmes, j'étais très entreprenant, puis je voulais que ça marche. Même si c'est un sideline, je voulais vraiment que ça marche. Puis après ça, il y a justement à l'école, parce que je voyais toujours ça comme un sideline,
Puis à l'école, à un moment donné, ils m'ont changé de commission scolaire. Fait que là, mon environnement venait de changer. Je pouvais plus aller au gym, je pouvais plus trouver des clients. Puis c'est là que j'ai fait construire l'endroit que tu vois en ce moment, qui est une cabane dans ma cour. Fait qu'on avait un gros cabanon. Puis là, j'ai fait tout rénover ça, j'ai fait équiper ça. Puis j'ai commencé à recevoir des gens ici. Puis là, je travaillais à l'école pendant le jour. Le matin, je prenais des clients. Le soir, je prenais des clients. La fin de semaine, je prenais des clients. Je veux dire, c'était des semaines, des fois, de 80 heures. Là, ça avait aucun bon sens. Ouais. Ah, c'était fou. Puis après ça, en même temps, toujours l'idée du coaching en ligne. Au début des années 2010, là, 2014, 2015, justement avec John qui m'expliquait que je suivais puis qui m'expliquait les potentiels de cette affaire-là. Puis je me demandais, comment je peux aider plus de monde? Mm-hmm. Comment ça peut vraiment devenir ça? Est-ce que ça peut... parce que quand tu as une job stable comme enseignant, tu penses tout le temps à ton fonds de pension. Tu te dis, si je lâche, je lâche un revenu garanti à vie, tu sais. Mm-hmm. Fait que pour changer, autant ça me tend, là, à un moment donné, je veux pas, ma passion commençait à prendre le dessus sur mon métier. Fait que là, je me demandais, OK, comment je peux faire pour faire la transition? Puis c'est là que est venue l'idée de, OK, on va vraiment y aller all-in en ligne. Et puis, mon côté, justement, pour ceux qui me suivent, c'est beaucoup l'écriture, c'est ma force, justement, par mon background de prof de français. Puis là, c'est là que j'ai commencé à parler à plus de monde par les textes que j'écrivais, puis tout ça. Puis c'est là que la voix a commencé un peu, si on veut, celle qu'on lit sur Internet en ce moment. Mm-hmm. Fait que, ça a été comme ça, la transition. Puis souvent, les gens qui me demandent, il y en a plein qui veulent lâcher leur job dans la vie. Plein de monde qui veut faire ça. Puis, c'est comme si les gens attendent le aha moment qui va faire, OK, c'est bon, je crisse tout là, puis je change. Mais wow, non, là. Moi, ça m'a pris des années. Là. J'ai arrêté d'enseigner en 2016, 5 ans après avoir fait ma formation d'entraîneur. Puis après ça, je veux dire, il y a eu quand même, j'ai été entraîneur en personne. Puis après ça, 2 ans après, j'ai arrêté de voir des gens en personne pour me concentrer juste en ligne. Fait que, tout est une suite d'événements. Puis le conseil que je donne tout le temps à tout le monde, c'est lâche pas ta job tant que t'es pas sûr à 100% de ce que tu as créé ou de ton plan A, là, tu sais. J'allais dire plan B, mais c'est un plan A, là. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça un peu que ça s'est fait la transition. Il n'y a pas eu de gros moments là d'épiphanie qu'on attend, mais ça a été juste une suite d'événements qui se sont additionnés au fil du temps. Puis toujours, tu sais, relentless. Je travaillais tout le temps. Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Ouais, c'est vraiment cool. C'est différent, justement, de ce qu'on peut s'attendre à avant de faire un gros changement de vie, que ce soit avec ta santé, avec ta carrière, avec l'endroit où tu habites, avec des relations peut-être que tu veux terminer ou commencer. Le mot transition me venait beaucoup quand tu racontais ton histoire. Tu sais, ça peut être une transition qui est longue, qui est centrée, qui est enracinée, qui est faite dans la conscience, le moment présent, puis comme tu dis, juste de faire confiance à la suite d'événements sans que ça crée un moment d'épiphanie ou un changement qui revire le quotidien à l'envers. Et on peut même faire un parallèle avec justement la nutrition puis l'entraînement. Tu sais, vouloir tout changer du jour au lendemain, ça marche jamais. Que ça soit lundi matin ou le 1er janvier, ça ne marche pas. Tu sais, c'est la transition de nos habitudes qui fait en sorte que ça dure puis que c'est pas too much à gérer en même temps. C'est un super bon point que tu amènes. C'est vraiment la même affaire. Parce que puis c'est ça que les gens font comme erreur souvent. Exemple, ceux qui ont de la misère à s'entraîner, là, ils vont te demander quand est-ce que je vais aimer ça? Fait que là, c'est comme si l'image qu'on s'est faite dans notre tête, c'est que là, il y a un faisceau de lumière à un moment donné qui va tomber sur nous, puis là, on est devenu cette personne-là. Non, c'est juste comme la répétition jour après jour. Puis c'est sûr que pas arrêter, j'aime pas cette expression-là, mais c'est qu'il faut apprendre à vivre avec nos pensées qui nous donnent le goût d'arrêter ou d'abandonner. C'est comme si quand you don't feel like it, fait que c'est comme pas de recul, OK, là, ça me tente pas, c'est ça mon ressenti du moment, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter parce que là, ça me tente pas? Fait que là, c'est d'apprendre à vivre avec des fois les pensées négatives, de comprendre qu'elles sont là. Le doute est toujours là aussi. Là, j'ai douté dans ce parcours-là. Là, j'ai l'air bien sûr de mon affaire, mais j'ai douté. Autant que, tu sais, c'est sûr, le doute fait partie des trucs. Même maintenant, ça roule à fond la caisse, mes affaires. Mais
À tous les jours, je doute. À tous les jours, des fois, je me sens overwhelmed. À tous les jours, c'est des mais c'est juste qu'il faut pas agir tout de suite sur ces émotions-là. Tu sais, il faut comme accepter l'émotion est là, puis il faut que tu apprennes à la gérer parce que elle va revenir, puis des fois, elle va s'en aller. Puis le big picture, c'est que tant que tu n'abandonnes pas, ben il va continuer de se passer des affaires intéressantes. Tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Puis le parallèle, je suis vraiment content que tu aies amené ça. Ce que je viens de dire, mon parcours, c'est 100% comme ça que les gens qui veulent changer leurs habitudes doivent voir les affaires. Transition, petit pas, une chose amène à une autre. Puis la seule affaire qui la constante, c'est faut pas que tu abandonnes. C'est tout. Faut toujours que ça reste dans ta tête puis que tu continues d'avancer. Ça devient un mode de vie à la fin. Tu sais, ça devient plus quelque chose que tu fais pendant 3 mois ou 12 semaines ou 30 jours. Tu sais. C'est ça. Puis tu sais, c'est ce qu'on a dit aussi au début de l'appel, et pour toi et pour moi. C'est quand les gens nous demandent comment ça se fait que vous faites encore ça, que vous vous entraînez. Ça, c'est pour nous, c'est plus un effort. On le fait parce que c'est comme ça. Ça fait partie de nous autres. Des fois même, je suis certain que tu dis ça. Moi, souvent, je vois mon entraînement de la journée comme une récompense. Tu sais, c'est comme le bout le fun de ma journée, c'est d'aller m'entraîner. Tu sais, mais ça, t'arrives pas là du jour au lendemain. T'arrives pas à ce niveau-là tout de suite. Ça prend des transitions, ça prend du temps. Puis il faut que tu te sentes compétent à le faire aussi. Fait que les gens, quand ils commencent, souvent ils aiment pas ça parce qu'ils se sentent pas bons à le faire. Fait que tu sais, n'importe qui fait quelque chose, donne-moi donne-moi de la laine puis des broches, dis-moi de tricoter, je vais te dire que j'haïs ça, c'est sûr, je serais pas bon. Quand on se sent compétent à faire quelque chose, ben là, on a le goût de le faire. Fait qu'il faut se donner la chance de devenir compétent. Puis c'est ça que les gens aussi doivent apprendre en lien avec leur mise en forme puis leur adhérence à des bonnes habitudes alimentaires. C'est se donner la chance de devenir bon pour après ça aimer ça. Tellement. La compétence précède la confiance aussi. Tu sais, si tu me demandes, Claudia, elle va faire une démonstration de golf demain, 0 compétence, j'aurai pas confiance en moi du tout, ça me tentera pas d'y aller, je vais avoir super gros de résistance et de pensée négative. Mais tu me disais, Claudia va faire une démonstration de patinage artistique demain, ben parfait, j'y vais, j'ai patiné toute ma vie, la confiance est là. C'est la même chose dans la cuisine, c'est la même chose dans ta routine matinale, c'est la même chose dans ton entraînement. Quand tu as une confiance en toi qui a été développée par la pratique de l'avoir faite, ben c'est bien plus motivant intrinsèquement de continuer le comportement, puis ça devient un cercle, pas un cercle vicieux, plutôt un cercle positif, tu sais, qui te garde dans l'action puis dans cette constance-là. Exactement. Puis tu sais, ce côté-là, ce mindset-là de l'apprenant, c'est ce que nous, on dit à nos clients, c'est de développer, au lieu de développer le mindset de résultat, il faut que tu développes le mindset de l'apprenant. C'est qu'il faut que tu regardes toutes les choses maintenant qu'il faut modifier au niveau de tes habitudes, et que tu te dises, OK, maintenant, il faut pas que je devienne bon, il faut que j'apprenne comment le faire. Fait que là, c'est toute c'est comme c'est une mince ligne, mais les gens se mettent énormément de pression quand ils commencent une affaire comme ça, tu sais. Comme s'il allait avoir un examen à la fin, si à un moment donné, quand ils allaient atteindre leur résultat, il allait avoir des confettis qui leur tombent sur la tête. C'est ni un ni l'autre qui va arriver, là, tu sais. Fait que quand tu entrevois ton parcours avec le mindset de l'apprenant, là, ça change énormément parce que il y a pas de possibilité d'échec. Parce que, tu sais, quand c'est plus difficile, ben justement, t'apprends encore plus. Puis quand ça va bien, ben c'est bon, tu surfes, ça va bien, c'est pas difficile. Fait que c'est comme, tu sais, ça va bien, c'est plus difficile, ça va bien, c'est plus difficile. Quand on apprend quelque chose, ça peut pas être autrement. Fait que quand t'es capable de faire un peu, comprendre ça aux gens quand ils commencent, tu leur enlèves une tonne de stress. Parce que eux-mêmes, ils abordent leur démarche en plus avec de la performance, tu sais, avec l'idée qu'il faut qu'ils soient bons, alors que dans le fond, ils font ça pour eux autres, pour améliorer leur santé, pour se sentir mieux, etc. Et il y a tellement de background derrière ça, tu sais, juste comment l'école nous forme. Tu sais, je t'apprends ça, puis là, ben, tu vas avoir un examen à la fin. Bon, ben, le petit cerveau, il se dit quoi? Il se dit, ben, OK, là, je vais juste aller voir les affaires qui vont être à l'examen parce que je vais passer et je veux pas me faire chicaner. Mais quand tu arrives pour faire une démarche pour toi, on dirait que c'est comme le même pattern qui s'installe. C'est que tu arrives avec ce souci-là de performance, puis tu penses juste à ta note de la fin qui est, pour les gens, la preuve qui font que ça fonctionne, c'est le poids, ça balance. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de déconditionnement à faire à ce niveau-là quand les gens commencent une démarche. Tellement. Désapprendre plusieurs choses pour réapprendre des choses qui nous servent. Tu sais, c'est vraiment être pertinent. Toi, niveau personnel ou professionnel, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre en ce moment? En ce moment, je suis en train d'écrire un livre. Oh, yes! Ouais.
Fait que j'étais en train d'écrire un livre, fait que dans le fond, là, j'apprends à gérer la frustration de s'installer des fois devant une page blanche ou quand le résultat ne correspond pas exactement à ce que tu t'es imaginé, tu sais, parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, dans ma tête, ça allait s'écrire, tu sais, super facile. J'ai là, ben, tu sais, je ponds des posts Facebook comme si c'était l'affaire la plus facile au monde. Fait que là, maintenant, je vais écrire, ça va être easy, mais là, des fois, je suis extrêmement critique face à mon travail. Fait que là, je me regarde aller, puis je regarde mes réactions quand je le fais, puis, tu sais, ça, on dirait que ces frustrations-là que je vis quand j'écris m'aident un peu à comprendre les frustrations que les gens vivent dans leur démarche quand ils travaillent avec nous autres, puis que ça marche pas exactement comme ils veulent, tu sais. Fait que j'essaie d'apprendre de ces bouts-là. Fait que ça, écrire, c'est très, très, très formateur, puis ça ramène l'ego vraiment bas, là, tu sais. Non, ça rabaisse pas, mais ça te ramène au niveau plancher, là. Ouais. Si tu te trouvais bien bon, là, commence à écrire un livre, tu vois, c'est un processus qui te mène dans du doute. Des fois, tu tombes la bonne formule, tu es vraiment fier de toi, le lendemain, tu le relis, c'est pas bon, c'est vraiment pas évident. Fait que ça, c'est vraiment mon plus gros apprentissage en ce moment. Sinon, on est en train de construire notre propre application pour notre service. Wow. Fait que, ouais, ça, c'est quand même un gros projet. Ceux de mes clients qui vont nous écouter aujourd'hui, ils l'apprennent là quand je le dis. On est avec Total Coaching. Je sais pas si moi aussi, c'est ça que j'utilise. OK. Ouais. Fait que j'utilise Total Coaching depuis la nuit des temps, beaucoup parce que j'étais avec Trainerize au début, qui était en anglais. Ouais. Quasiment toute ma clientèle est en français, fait que j'ai commencé à utiliser Total Coaching. Puis là, à un moment donné, ce qu'on fait, c'est, tu sais, je pense que les gens qui m'écoutent en ce moment, ils le voient, ce qu'on fait, c'est du fitness un peu, mais c'est beaucoup plus, c'est plus au niveau habitude de vie, psychologie, nouvelle façon de voir les choses. Fait qu'on avait besoin d'une application qui allait vraiment être capable de monitorer ce qu'on enseigne. Ouais. Fait qu'on est en train de créer vraiment bloc par bloc ce qu'il va y avoir dans cette affaire-là. Fait que on a un lancement prévu pour janvier. Très cool. Est-ce que ça va être ouvert à d'autres coachs, tu sais, si jamais, là? Oui, ben peut-être, oui, c'est possible. Ben, c'est le même que c'est vu un peu. Pour nous, un peu, c'est un peu notre legacy aussi de dire, d'être capable de créer quelque chose de concret, là, parce que oui, on a de la documentation, on a des choses qu'on donne à nos clients, tout ça, mais en ayant une app, c'est l'équivalent d'avoir pignon sur rue, si tu veux, si tu as un commerce. Okay, là, on a quelque chose. T'sais. Fait que si à un moment donné, Peau Neuve devient à quelqu'un d'autre, si on vient pour vendre ou quoi que ce soit, ben il y aura quelque chose. Mais là, l'idée, c'est pas de vendre pantoute, mais c'est vraiment le côté legacy de l'affaire, le faire avoir notre propre application. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de notre énergie en ce moment. Tellement des beaux apprentissages, j'en doute pas. Il y en a des applications mobiles, mais comme il y en a pas une, on dirait, qui correspond précisément à effectivement la façon que moi et toi on coach, et surtout qui est disponible en français. Tu sais, j'avais cherché le web de fond en large, puis je pense qu'il y en avait 3 qui étaient en français avec le genre de service qu'on offre. Donc, moi aussi, je suis avec Total Coaching depuis quelques années. J'en avais essayé une autre avant. Mais même moi, à un moment donné, j'avais une petite pensée. Je suis comme, tout d'un coup, tu sais, je pourrais développer l'app Karma Kid, mais c'est tellement loin de mes intérêts et d'un projet que je veux mettre sur pied. Donc, bonne chance dans ce projet-là. Puis je suis vraiment contente pour toi, là. C'est quelque chose... Moi aussi, écoute, c'est pas dans mes intérêts, mais dans le fond, ma conjointe est copropriétaire avec moi. Fait que, tu sais, on est 2. OK. Fait qu'on, on est 2 personnes avec vraiment des qualités différentes. Elle a ce côté-là pratique, elle a ce côté-là concret. Fait que moi, je me fais consulter pour certaines affaires, mais c'est elle qui drive ça. Cool. Puis il faut dire aussi qu'on a une équipe, là. Moi, dans le fond, on a 7 coachs qui travaillent dans notre équipe. Fait que ces gens-là aussi sont consultés sur la façon dont ils voudraient que ça fonctionne. Fait que ça fait des mois qu'on regarde, qu'on voit les flaws, les trucs qui fonctionnent moins avec Total Coaching, qui s'appliquent moins, mais aussi les choses qu'on veut garder, parce qu'il y a des mots de bonnes affaires dans Total Coaching. Fait que on essaie de trouver c'est quoi
le meilleur blend qui va faire en sorte que ça va vraiment être propre à nous, tu sais. Fait que moi-même tout seul, si j'avais été avec les développeurs, je veux dire, à chaque jour, j'aurais été mort. Oui, c'est ça. Ça aurait pas, tu sais, j'aurais accepté tout ce qu'ils me diraient ou j'aurais pas su bien répondre à leurs questions. Tandis que ma conjointe Julie a vraiment un cerveau très côté organisation, structure, logique. Fait qu'on le sait que quand ça va être lancé, on le sait que ça va vraiment correspondre à ce qui va fonctionner avec nos clients. Fait que, tu sais, je te dirais, oui, je travaille fort là-dessus, mais le bout le plus dur, c'est pas moi qui le fais. OK. Ben, c'est très cool comme projet d'avoir eu cette vision-là aussi. Tu sais, tantôt, on parlait de transition, de comment tu t'es rendu à où est-ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que ça, justement, ça fait partie de la prochaine phase de ta transition? Y a-t-il d'autres projets personnels ou professionnels qui vont faire partie de du prochain cycle de transition qui t'attend? Très bonne question. Mais la grosse transition récente, ça a été ça. Ça a été de passer de moi qui coachais toute ma gang à, OK, maintenant, c'est d'autres gens qui le font à ma place. Ça a été, je suis certain que tu comprends, ça a été super difficile, ça. Puis c'est une entrevue avec John Goodman, justement, à un moment donné, on avait fait un Zoom. Puis là, il m'avait posé la question, il m'avait dit, est-ce que tu veux que ça soit le Marc André Show jusqu'à la fin de ta vie ou bien tu veux pousser tout ça à un autre niveau, autant au niveau de la grosseur de la compagnie que de la qualité du service que tu vas donner. Puis là, tu sais, sur le coup, j'avais le goût de dire 1000 oui mais là, tu sais, je peux pas, tu sais, on se pense irremplaçable, tu sais, on pense qu'il y a juste nous autres qui peut le faire. Mais après ça, j'ai commencé à checker ça, puis dans mes clients, j'avais du monde qui était vraiment des gens qui catchaient la patente, puis qui comprenaient vraiment la philosophie, puis qui avaient eu des super beaux résultats, tu sais. Fait que les autres, je leur avais dit, après cette conversation-là avec John, j'étais allé les voir, j'ai fait du recrutement à mes clients. Puis je leur ai demandé, ça vous tente-tu de m'aider? À ce moment-là, j'avais à peu près 200 clients que je gérais tout seul de A à Z. C'était du gros stock. Fait que là, c'est ça. Puis des fois, la qualité, je veux dire, c'était dur de me grabber. Là. Des fois, ma boîte vocale, ma boîte Messenger, des fois, il y avait 100 messages là-dedans. Là. Fait que c'était difficile d'avoir un morceau de moi à cette époque-là. Fait que justement, j'avais demandé à ces gens-là, je disais, me donner un coup de main, je vais vous jumeler avec les nouveaux clients, puis s'ils ont des questions, ben vous serez là pour leur répondre. T'sais. Fait que il avait embarqué, puis là, à un moment donné, là, ça avait commencé ça avait continué à rouler dans ma tête, puis je m'étais dit, Colin, je pense que on rendrait un meilleur service si c'était plus juste moi qui coachais, si on formait ces gens-là pour qu'ils deviennent vraiment des coachs. Fait qu'ils sont tous allés suivre Précision Nutrition. Et je leur ai enseigné mes techniques, comment je fonctionnais, les choses que je trouvais qui étaient importantes dans le coaching. Puis depuis 2021, c'est mon équipe, c'est ma gang de 7 coachs qui accueillent les nouveaux clients, puis c'est eux autres qui s'occupent du suivi. T'sais. Moi, j'occupe le rôle un peu de porte-parole, je suis le prof en avant, je suis celui qui crée les documents, je suis celui qui crée la philosophie, mais l'application, le côté pratique avec les clients, c'est mes coachs qui le font. T'sais. Fait que ça a tellement été un game changer, autant au niveau de la qualité. Maintenant, c'est malade. Là. Quand il y en a qui me demandent, on peut-tu être coaché par toi? Sinon, vous comprenez pas, là, parce que ma gang est bien meilleure que moi. Fait que ça a vraiment été un game changer. Depuis que c'est mes coachs qui s'occupent des clients, c'est vraiment excellent. C'est vraiment incroyable, mais ça a été quand même une bonne job pour moi de lâcher prise sur ça, parce que maintenant, je sais plus tout. Je leur fais confiance, je sais que c'est eux autres qui vont s'en occuper. Fait que ça a été en 2021 qu'on a commencé ça. Puis après ça, ben oui, là, l'application en 2023, janvier 2023, c'est vraiment le next step. Puis là, ben je pense que après ça, c'est vraiment mon côté, le côté auteur là, qui s'en vient. Là, le livre que je suis en train d'écrire dans ma tête, je me dis, ouais, mais ça, c'est le bout que je vais continuer là, pendant que mes coachs vont vraiment s'occuper de nos clients. Moi, je veux vraiment pousser le côté écriture. On dirait qu'il fait vraiment partie de moi puis qui est vraiment un challenge qui m'intéresse en ce moment. Ah, c'est super intéressant. Ça a été quoi la plus grosse leçon que tu as apprise quand tu as commencé à déléguer à tes coachs, à leur faire confiance puis à prendre un step back? Puis les gens qui sont à l'écoute, des fois, c'est de déléguer la brassée de lavage à son conjoint. Là. On n'a pas besoin d'avoir une entreprise puis de déléguer des 200 clients. Mais on a souvent tendance à trouver ça dur en tant qu'humain, déléguer, demander de l'aide, laisser aller certaines choses qu'on pense qui nous appartiennent puis faire confiance. Ça a été quoi ta plus grande leçon dans tout ce processus-là?
le côté délégué a pas été si difficile que ça parce que je pense qu'au bout, il y a eu une transition. J'étais vraiment dépassé. La gang de 200, c'est comme si le plus jeune Marc-André, il y a 3-4 ans, était capable, mais le plus vieux de maintenant commençait vraiment à être comme là. Fait que déléguer m'a fait vraiment du bien. Mm-hmm. Je pense que le bout que j'ai trouvé le plus difficile des fois, c'était de vraiment faire comprendre à mes coachs qu'ils pouvaient pas être moi. Parce que les autres, quand ils ont commencé, justement, c'est moi qui les avais coachés avant. Fait que c'est comme s'ils s'étaient mis un standard d'être une nouvelle version féminine, parce que c'est juste des femmes, de moi, tu sais. Fait que ça a été de leur faire comprendre que c'était pas ça mon attente. Tu sais, qu'ils pouvaient vraiment être là puis exprimer leur personnalité, être eux autres. Puis, tu sais, ce qui aide vraiment aussi avec ça, c'est que les clients sont... Tu sais, la plupart de mes clients, c'est pas des gars musclés de 44 ans comme moi, là. Tu sais, c'est beaucoup des femmes, c'est beaucoup des femmes autour de la ménopause, ou ben début trentaine, post-grossesse, tu sais. Puis mes coachs ont cette facilité-là de comprendre ces gens-là, mais quand ils ont commencé, ils avaient l'impression qu'il fallait qu'ils soient comme moi, tu sais. Fait que de réaliser que c'était ça l'affaire. Fait qu'au début, je pensais pas pantoute, mais maintenant, je disais, par quoi on dirait qu'ils essaient d'être moi. Puis là, je me suis dit, bon, ben, OK, là, il faut que je leur enseigne à développer leur personnalité de coach. Puis ça a été vraiment un bon challenge. Je peux pas dire un apprentissage tant, mais ça a été un bon défi au début. Mais non, délégué, pour moi, ça a pas été dur parce que quand ça... T'étais rendu là. Vraiment, il était temps, là. Ah, c'est fou, hein? Puis moi aussi, j'ai engagé... je l'appelle ma préposée au détail, mais bon, mon adjointe, mon assistante, mon employé, pour la première fois de l'année passée. Puis, j'avais de la résistance au début. Je me disais, tu sais, Karmakin, c'est mon bébé. Puis, tu sais, je fais tout à ma manière. Puis ça, je suis dans l'entreprise et sur l'entreprise. Mais là, à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. J'avais quand même la résistance à déléguer. Puis une fois que je l'ai faite, puis j'ai trouvé la bonne personne pour moi, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Tu sais, fait que des fois, on se retient, puis finalement, on fait comme, finalement, c'est moins pire qu'on pensait. Puis au contraire, comme tu dis, t'étais rendu là, t'en avais besoin, c'était une solution. Fait que ça se fait beaucoup plus facilement dans ce temps-là, là. Mais de ton côté, est-ce que tu t'imagines upscaler puis arriver à ce bout-là, avoir vraiment là, ce que je viens d'expliquer, employer, tout ça? C'est-tu comme ça que tu vois le futur de Karmakin? C'est drôle, hein, parce que ça, c'était ma vision au départ. Quand j'ai lancé Karmakin en 2016, je me disais, ça va devenir une méga plateforme. Je vais avoir plein de coachs qui vont travailler pour moi, qui vont utiliser la plateforme Karmakin avec la philosophie, le message, la vision. Et rapidement, en dedans de 6 mois, j'étais comme, oh non, c'est plus cette vision-là que je vois. Je me voyais vraiment être puis rester dans l'entreprise. En ce moment, le discours, tu sais, des fois, on entend des entrepreneurs qui disent, tu sais, moi, je veux juste travailler sur l'entreprise. Tu sais, je vais être capable d'être sur la plage ou de voyager, puis ma compagnie, elle roule par elle-même. Ça, c'est pas un discours qui, en ce moment, me rejoint. Moi, j'aime trop encore être dans les coachings, dans les appels, avec mes clientes, faire les conférences. Mon discours va peut-être changer dans quelques années, mais pour l'instant, j'ai des idées de comment faire grandir la business, mais pas tout à fait comme ça. Grandir l'équipe, mais peut-être pas l'équipe de coach en soi. Tu sais, je me vois encore un petit bout de temps, au moins, là, faire le gros du coaching moi-même, Mais à suivre, hein, ça va peut-être changer, Ah, je comprends tout à fait. Tu sais, ce bout-là, moi, je l'ai fait, je l'ai aimé, mais je te dirais, c'est ça, c'est quand tu commences à placer, moi, ça a été ça, c'est quand j'ai commencé, encore là, des transitions, tu sais. Quand là, j'ai vu c'était quoi, quand c'était d'autres qui coachaient, puis maintenant, c'est comme un peu c'est la chaîne d'information. Tu sais, mes coachs me demandent conseil tout le temps, tu sais. Fait que, mettons, dans ma boîte de Messenger, ben, j'ai 7 personnes à qui je réponds extrêmement rapidement. C'est eux autres, parce que des fois, ils ont besoin d'un petit input. Fait que là, ce que j'ai découvert, c'est que il y avait encore moyen de coacher parce que c'est cool encore. Mais là, je coach ma gang à coacher après ça, tu sais. Fait que je suis d'accord avec toi, tu sais, pour l'avoir fait un peu dans le temps où j'étais vraiment tout le temps en voyage, tu sais, d'être sur la beach pendant je veux dire, c'est comme un fake dreams en réalité parce que, tu sais, il n'y a pas de moment pour vrai quand tu as une business où tu peux complètement être carefree puis j'y pense plus puis ça va rouler tout seul. Tu sais, ça a un côté, je pense que c'est possible de se faire un modèle qui permet ce style de vie-là. Mais si tu te décroches trop
si tu te détaches trop de la patente, je veux dire, à un moment donné, ça va souffrir. Là, c'est certain. Là, puis j'ai envie de dire aussi, tu sais, pourquoi tu le fais d'abord? Pourquoi tu as ton entreprise si tu veux t'en débarrasser ou être zéro impliqué dedans? Il y a le côté passion, impact, je crois, qui est très important quand tu prends ta business au sérieux. Tu sais, donc... Absolument. Surtout dans notre domaine. Je veux dire, si j'avais l'air de m'en foutre, mes clients ont beau se faire coacher par d'autres mondes, ben ça serait pas inspirant. Au départ, ils ont investi dans mon service. Fait que le visage de cette affaire-là, c'est moi. Si j'ai l'air de m'en foutre, ben c'est le message après ça qui va découler sur tout le reste. Fait que c'est une ligne qui est très mince. Je pense qu'il y en a peut-être qui le font bien, puis qui, je pense à John Berardi, entre autres, là, pour Precision Nutrition. Là, il est plus là-dedans, mais le temps qu'il l'était, il a été un très bon porte-parole qui avait l'air plus ou moins impliqué dans les trucs. C'est ça. C'est peut-être un peu comme ça que je vois mon rôle éventuel. Être capable de toujours, ma face va tout le temps rester là, mais je suis pas sûr que je vais avoir encore longtemps les mains dedans. Je pense que c'est appelé à évoluer là, justement à ce niveau-là. Ah ben, on va suivre les transitions futures de Peau-Neuve de Marc-André. Ben oui. Tu as mentionné le mot voyage, une passion qu'on a en commun. Là, bon, on est les deux plus sédentaires depuis la pandémie. Tu as trouvé d'autres projets aussi niveau personnel dans ta maison. Mais si on revient à tes dernières années de voyage, qu'est-ce qui t'appelait de voyager? C'est quoi les choses que tu aimais découvrir ou la façon que tu aimais voyager? Puis, à quelle fréquence? Si tu peux expliquer un petit peu c'était quoi ta fréquence, puis comment tu vivais ça avec les transitions de ta business aussi, puis... Ouais, le mode de vie impliqué en lien avec ça. Mais tu sais, pour moi, je pense que le point de départ, ça a été l'incapacité de le faire autant par manque de moyens financiers quand j'étais plus jeune, puis après ça, par manque de liberté quand je travaillais. Tu sais. Quand t'es prof, oui, t'as 2 mois de vacances l'été, mais ça fait que c'est super confiné dans un moment très touristique d'une année. Fait que je me sentais, j'avais le goût de voir le monde vraiment, puis je sentais que les choix que j'avais faits jusqu'à présent dans ma vie me menaient pas vers là. Fait que toujours est-il qu'une fois que la business a été partie, puis que il y a eu une grosse partie en ligne, en même temps ma conjointe est tattoo artist, puis elle avait une réputation un peu, si on veut, internationale. Fait qu'on s'est mis à faire des conventions. Donc on se justifiait un peu nos voyages en se disant on le fait pour le travail, tu sais. Fait que c'était l'histoire qu'elle avait avec ça, puis qui nous a amenés à plein d'endroits. On est allé beaucoup à Hawaï, on est allé beaucoup sur la côte ouest américaine, on est allé en Nouvelle-Zélande, on est allé aussi un peu en Europe, à New York aussi beaucoup. Fait que on se promenait énormément, puis toujours avec le tatou qui était un peu la trame de fond de cette affaire-là. Puis ça a été des trips incroyables, là, justement, de découverte. Quand tu vas pour le travail, tu rencontres plein de monde, tu vois plein d'autres réalités, parce que t'es pas juste un touriste, tu sais, j'ai pris l'expression avoir les mains dedans tantôt pour le travail, mais quand tu voyages de cette façon-là, t'as vraiment les mains dedans, tu rencontres des gens, puis c'est du day-to-day un peu pas ordinaire, mais ça ressemble un peu à aller travailler normalement. Fait que ça a été beaucoup ça à partir de 2016. On est allé à Hawaï, écoute, on compte plus les fois, là, ça doit une quinzaine de fois, je pense. Fait que beaucoup, ça a été ça. Puis ce qu'on aimait le plus, c'était beaucoup le côté restaurant. Moi, j'étais un foodie. Fait que on a eu un trip à un moment donné d'essayer les meilleurs restaurants à travers le monde. Fait que on est allé chez Gagan en Thaïlande. On est allé à une place en Slovénie qui s'appelle chez Isha Franco, qui est cuisine de ferme un peu, si on veut. En ce moment, c'est le 5e meilleur restaurant au monde. Fait que bref, on a eu du fun à faire ce genre de trip-là, de table gastronomique. Puis vers la fin, quand on a en 2019, un peu avant la pandémie, je me souviens, on revenait d'Amsterdam, puis là, on s'était regardé, puis on s'était dit, c'est-tu moi ou c'est en train de devenir moins le fun? C'était en train de devenir moins excitant, parce que c'est comme, on s'habitue à tout, hein, tu sais, adaptation hédonique, là. Fait que, on était en train de s'habituer à ce rythme de vie-là de millionnaire, tu sais. En fait, c'est comme ça qu'on imagine, tu sais, se promener partout, puis manger dans tous les meilleurs restaurants au monde, tu sais, on n'était pas millionnaire, c'est pas ça le point, mais ça avait comme un côté de rêve, mais à un moment donné, tu l'as vécu, puis t'as fait le tour, ça devient moins excitant, fait qu'on se rendait compte que les allées étaient moins, quand on décidait de partir, c'était moins excitant, puis quand on revenait, c'était comme, tu sais.
Fait que c'est ce qu'il a fait à un moment donné. Puis là, on regardait notre milieu de vie aussi parce qu'on a une maison. Puis là, on regardait notre cours, puis on regardait notre maison. Puis être tout le temps parti en voyage, ben là, tu sais, les choses se maganent. C'est la loi de l'entropie. Là, quand tu t'en occupes pas, ça se défait. Fait que là, on regardait, on revenait chez nous, puis c'était toujours un peu déprimant. Fait que là, depuis le début de la pandémie, on a comme décidé de faire un peu le contraire. On s'est dit, ben regarde, les voyages, on va mettre ça sur la tablette. Et on partira à un moment donné, mais en attendant, on va s'occuper de la maison un peu, on va s'occuper de la cour, on va s'occuper de notre environnement plus proche. Fait que tu sais, c'est des décisions qui ont été prises même avant que tout ça commence. Fait que quelque part, on est conséquent dans nos choix. Puis, ben, les voyages, on les reprendra, mais moi, honnête avec toi, ça me manque pas en ce moment. J'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose de ma vie. On l'a tellement fait, là. Fait que quand tu l'as fait vraiment beaucoup, à un moment donné, c'est ça. On s'habitue à tout, même aux affaires malades comme ça. Puis c'est ça, le mot choix, hein. Moi, t'es toujours à une décision d'une vie complètement différente. Si aujourd'hui, la décision, c'est je m'en vais à Hawaï pendant 15 jours, j'y vais. Puis la décision, c'est je vais rester chez nous pendant 6 mois, faire des travaux, ça sera ça. Puis se donner la permission de changer de mode de vie, de changer d'idée, de se dire hey, ça faisait mon affaire avant, là, c'est moins. Puis peut-être que ça va revenir dans le futur. Des fois, on est stické à une chose, une mode de vie, un mode de pensée. Puis on se donne pas la permission de s'adapter, de prendre des décisions différentes, de faire des choix différents aussi. Fait que c'est bien que vous aviez écouté, puis que les deux, vous étiez aussi un peu dans la même vibe que, ça commence à être redondant ou peut-être moins excitant qu'avant, tu sais. Exact. Puis ce que tu as dit, j'y avais pas pensé de le mentionner, mais c'est vrai, c'est qu'on s'attache à l'histoire, tu sais. Fait que là, nous autres, ça faisait partie de notre définition de nous-mêmes, puis c'est ce que les gens disaient de nous, ils se promènent à travers le monde. Puis tu sais, tu t'attaches à ça. Puis là, à un moment donné, ça fait que tu continues de le faire, peut-être un peu à cause de l'histoire, peut-être. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, tu as une prise de conscience, puis tu te demandes, ça me vient-tu encore? C'est encore ça que je veux, tu sais? Ça me fait-tu encore triper, ça, de faire ces choix-là, même si c'est quelque chose à quoi je me suis beaucoup identifié dans les dernières années, puis qui me faisait rêver quand j'étais kid, là, tu sais. Je racontais souvent, tu sais, un temps, justement, à un moment donné, j'ai passé une semaine à San Diego. Puis là, je me disais, wow, si j'avais dit à ma version de moi de 16 ans qui tripait sur le surf puis tout ça, qui achetait des revues de surf, que j'allais passer à un moment donné une semaine à chiller à San Diego, je veux dire, j'aurais jamais cru ça. Puis même histoire pour Hawaï, puis etc. Puis ça. Mais là, c'est que faut pas trop s'attacher à toutes ces histoires-là qu'on a pu se raconter parce que à 42 ans, je suis plus le même qu'à 16 ans. Fait que oui, ça, je peux faire check dans mon livre de Dreams puis tout ça, mais quand c'est plus ça nécessairement qui te fait triper maintenant, pour apprendre à lâcher prise sur nos anciennes histoires. Puis tout ce qu'on dit là, ça s'applique à la transformation physique également. J'allais justement dire ça. c'est ça. Lâcher prise sur nos vieilles histoires, c'est bien important. Tellement. Puis même toute la question d'identité. Tu sais, par exemple, moi, j'ai été une passeuse artistique pendant toute ma jeunesse, toute ma vie adolescente. À 18 ans, quand tu passes de t'entraîner, d'être littéralement une patineuse, puis que t'arrêtes du jour au lendemain, ben, tu perds ton identité, c'est bouleversant, puis on veut rester accroché à ça. Même chose pour, tu sais, des fois, on se met des identités d'entraînement, les yogis, les coureurs, les powerlifters, les crossfitters. Puis là, tout d'un coup, peut-être que cette discipline-là, ben, c'est plus vraiment adapté pour toi parce que tu as une blessure, puis tu aurais peut-être arrêté de courir, par exemple. Mais on s'accroche beaucoup. Ouais, maintenant, moi, je suis une coureuse ou moi, je suis une powerlifter. Fait que se donner la permission de dire, hey, cette identité-là, elle m'a servi pendant un nombre d'années. Maintenant, elle me sert plus, puis c'est correct. Tu sais, je peux m'ouvrir à autre chose. C'est pas toujours facile, mais c'est un bon rappel. Absolument. Puis là, tu sais, pour en revenir un peu à mon parcours aussi, tu sais, s'il y a de ça là-dedans, c'est que là, OK, j'ai été prof. Puis, tu sais, prof, j'ai jamais lâché vraiment prise sur cette identité-là parce qu'elle me sert très bien. Parce que mon rôle de coach, mon identité de coach est bien gros rattachée à mon identité de prof. Mais là, ce que je suis en train de commencer à ajouter, c'est celle d'auteur à cette affaire-là, tu sais. Fait que là, c'est comme une nouvelle histoire, mais là, je me dis, OK, il faut que je lâche un peu de prise sur le coach. Maintenant, ça, c'est ma gang, c'est mes coachs qui s'occupent de ce bout-là. Puis moi, je suis en train de devenir tranquillement un auteur, tu sais. Puis
je vais garder les bouts qui me tentent de coach, comme je vais garder les bouts qui me tentent encore de prof, puis être capable d'arriver à transitionner pour devenir, en ajouter une autre identité. Puis c'est ça, progresser, puis c'est comme ça que le changement se fait, tu sais. Des petits lâcher-prise sur certaines affaires pour après ça aller grabber quelque chose d'autre dans le futur, puis toujours en se demandant, ça marche-tu pour moi ça en ce moment? Ça fait-tu du sens pour moi ça en ce moment? Oui, vraiment, des bons conseils quand on navigue des changements, puis de la progression, puis d'optimisation, que ce soit d'habitude de vie ou n'importe quelle autre sphère, là. C'est super intéressant. Puis, rapidement, parce que là, on pourrait continuer à jaser pendant des heures, mais je vais être respectueuse de ton temps. Tu mentionnais, tu travailles avec ta conjointe, tout ça, vous avez des projets ensemble, vous avez voyagé beaucoup. Ouais. Facile, awesome, difficile, travailler avec sa conjointe. As-tu des conseils à donner, des leçons que tu as apprises, justement, comment ça se passe, puis sans aller dans les détails, là, mais... Oui, non, mais c'est une bonne question. C'est facile, mais c'est parce qu'il faut accepter qu'on est deux cerveaux différents. Puis, mettons, moi, ce que j'ai trouvé difficile un peu des fois, c'était de voir que, mettons, quand elle a commencé à travailler avec moi dans Peau-Neuf, c'était de voir que moi, je la trouvais pas assez émotionnellement impliquée. Okay. Mais là, après ça, j'ai comme compris que c'est normal parce que Peau-Neuf, ça vient de ma tête. C'est mon bébé, c'est mes affaires. Puis des fois aussi, ça venait de mes insécurités. Elle a pas les insécurités parce que justement, c'est pas elle qui l'a créé, tu sais. Fait que c'est comme si quand on travaille avec sa conjointe, il faut absolument lâcher prise sur penser qu'il faut qu'elle veuille exactement la même chose que toi, puis qu'elle voit exactement les choses de la même manière que toi. Puis il faut voir ça comme le côté positif de dire, regarde, c'est quelqu'un là qui a pas le nez dedans, justement. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris ça, j'ai accepté ça. Puis ses inputs, je demande ses inputs constamment. Puis c'est toujours écœurant parce que justement, elle, des insécurités par rapport à la business, elle en a pas. Fait que elle a toujours un côté froid aux choses. Fait que ce qui a fait que ses conseils sont toujours super bons. Fait que c'est ça. C'est vrai aussi pour la vie de couple, là, tu sais, juste sans travail. C'est qu'il faut lâcher prise, que faut pas, l'autre, c'est pas toi, là. C'est une autre personne qui a ses besoins, qui a sa façon de voir la vie. Fait que quand tu respectes ça, ben, c'est faire preuve d'empathie, dans le fond. C'est que tu acceptes que l'autre, c'est un autre. Bon, ben, à partir de ce moment-là, tout est plus facile, tu sais. Puis pour ce qui est des voyages, ben tu sais, c'est ma conjointe, mais en même temps c'est ma meilleure amie. On a plein de fun ensemble, on n'arrête jamais d'avoir du fun ensemble. Fait que ces voyages-là, on a les mêmes intérêts, on s'obstine jamais, on peut toujours faire les mêmes choses. Tu sais, fait que ça pour vrai, j'étais assez chanceux d'avoir trouvé quelqu'un qui convient vraiment là à ma façon de voir la vie. Mais c'est ça. Pour tout le monde, le conseil, c'est de lâcher prise sur comment l'autre voit les choses, puis accepter qu'il peut pas, on peut pas tout le temps faire les mêmes choses, puis on peut pas avoir les mêmes émotions tout le temps. Ça, c'est tough. ça, c'est tough. C'est tough. On peut pas avoir les mêmes émotions. Ouais, c'est tough, mais j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Parce que justement, elle est capable de voir avec sa perception, son expérience, son background, son objectivité. Fait que si on arrive à se détacher de, OK, on est deux personnes différentes, ben, c'est positif. Tant mieux. Je vais sûrement avoir un nouvel input, une nouvelle idée, quelque chose que moi, j'aurais pas vu de cette façon-là. Mais ça prend, de l'idée avec la compassion puis pas trop avec l'ego dans ce temps-là, mais c'est dans n'importe quelle relation, là, tu sais, comme tu as dit. Fait que c'est un bon conseil. Puis de mon côté aussi, l'affaire, c'est que j'ai comme développé une certaine humilité à ce niveau-là, où est-ce que quand je suis pas à la hauteur de ce que je voudrais que ça soit, je vais la voir, puis là, je dis, écoute, j'ai besoin de ton feedback, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'input extérieur. Puis là, ben, on s'assoit, puis là, elle me fait genre, j'expose le problème, puis là, tu sais, là, c'est comme si les rôles, tu sais, changent. Là, on devient vraiment des partners dans des moments comme ça. Puis là, elle me pose des questions, elle me demande comment j'ai vécu la situation, j'explique, elle réfléchit, elle me pose d'autres questions, elle me coach dans le fond. Tu sais. Fait que ces moments-là, pour moi, sont super précieux. Ça m'aide justement à être beaucoup moins émotif quand il y a des affaires qui fonctionnent pas comme je veux. De la voir là, être comme tout le temps calme, puis être capable de me ramener, de me grounder. Son input, il vaut le monde pour moi, là.
Ben écoute, on la salue, Julie, merci. Merci à toi, Marc-André. Je trouve ça super intéressant tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. Où est-ce qu'on peut te suivre, justement? J'ai parlé de ta page Facebook, mais plus concrètement, s'il y en a qui écoutent ça et qui aimeraient travailler avec toi et ton équipe? Il y a le site web peau9.ca. Qui donne vraiment des informations sur la philosophie, la façon de voir les choses. C'est sûr qu'il n'y a pas d'informations concrètes au niveau des prix et ces affaires-là. Ça, il faut qu'on se jase avant. Mm-hmm. Donc, si ça vous intéresse, allez visiter le site, regardez les vidéos, explorer la chose un peu. Puis si la philosophie vous tente, on se fait un appel, on jase, on parle de vous autres. Je vous pose des questions, il y a zéro pression. Je veux juste être vraiment certain d'abord et avant tout que je comprends votre situation puis que je peux vous aider. Puis après ça, on regarde si on est capable de vous aider. Fait que non, tout le monde me dit comment ça qu'il n'y a pas les prix, ces affaires? Ben parce que je veux pas que l'argent soit comme la première affaire à quoi tu penses. Mm-hmm. Je veux que on se demande en premier, est-ce que le service te convient? Puis après ça, une fois qu'on a déterminé ça ensemble puis que ça fait du sens, après ça, on parlera de l'investissement. Fait que peau9.ca pour avoir de l'information. Sinon, c'est sûr, je suis très, très actif. Peut-être pas très, très actif, mais extrêmement constant. C'est ça, je vais dire, très constant avec ta publication, toujours très pertinente sur Facebook. Ouais. Merci. Donc, ma page Facebook Peau9, coach Marc-André Circe. Sinon, n'importe quelle invitation par Facebook personnel, je les accepte jusqu'à temps que j'arrive à 5000. Gênez-vous pas pour me faire des demandes d'amitié, je les accepte toujours. Très cool. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Donc, je vous encourage à aller suivre Marc-André. On a hâte de voir ton application, ton livre aussi et la suite de tes success stories avec tes clients et clientes qui sont toujours vraiment inspirants. Donc, bravo pour moi-même qui est dans le même domaine que toi. On est complémentaires dans ce qu'on fait, mais je trouve ça inspirant aussi de te voir aller, comment tu gères ta business, que tu t'occupes de ton monde. Fait que c'est inspirant pour moi aussi en tant que coach. Et avant de te laisser, je pose toujours la même question pour terminer les entrevues. Donc, curieuse de savoir si tu as une réponse à ça. Sûrement, mais des fois, il faut réfléchir un petit peu plus. Est-ce que tu as une citation préférée? Laquelle et pourquoi? Une citation préférée? Oui. Un quote, un mantra? Pas tant. Je pense, oui, il y en a une. C'est « How you do one thing is how you do anything ». Ouais. C'est vraiment ça. Comment tu fais une chose, ça veut dire, ça t'indique comment tu fais tout le reste. Fait que ça, j'essaie que ça guide chacune de mes actions. Puis quand je me surprends en train d'essayer de botcher quelque chose, peu importe, c'est ça qui me passe dans la tête. T'sais. Fait que ce soit plier mon linge ou que ce soit faire à manger ou peu importe, OK, si mettons tu botches ça, ça veut dire que tu vas botcher plein d'autres affaires. Ouais. Cette citation-là est importante pour moi, mais ça fait beaucoup. Mm-hmm. Moi aussi, c'est dans mon top 5. Je l'ai dit sur un autre podcast, c'est sûr, mais c'est pour ça que j'ai souri tout de suite quand tu as dit ça. Moi aussi, ça me parle énormément. Autant ramasser ton auto, de pas laisser les déchets traîner, faire ton lit le matin. Tu sais, c'est l'addition de toutes ces petites choses-là qui vont dicter how you do everything. Fait que ça me parle beaucoup aussi. Puis ça peut être aussi plus macro que ça. Tu sais, jamais mentir. Mm-hmm. Jamais toujours dire la vérité, toujours dire le fond de ta pensée quand tu te fais poser cette question-là ou quoi que ce soit. Fait que ça donne une genre de rectitude, tu sais, un côté OK, ben suis cette ligne-là, puis pour vrai, tu seras pas dans le trouble quand tu te rappelles souvent cette phrase-là. Ouais, on va s'en rappeler souvent. Fait que sur ces belles paroles, merci encore Marc-André, c'est vraiment apprécié. Ça a été un plaisir réciproque. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.